Bienvenue dans ce nouveau Deep Dive. Aujourd'hui, on se plonge dans un témoignage, un parcours professionnel vraiment en montagne russe. C'est le moins qu'on puisse dire. On suit l'histoire d'un homme qui se décrit lui-même comme un grand rêveur. C'est quelqu'un qui, depuis tout petit, a la tête dans les étoiles. Mais bon, les pieds pas toujours sur le chemin qu'on attend de lui. L'objectif de ce deep dive, c'est de décortiquer un peu ça, la résilience, la réinvention, et puis ce conflit permanent entre suivre sa passion et devoir payer les factures, quoi. Et ce qui est fascinant ici, c'est que ce ne sont pas vraiment ses choix qui dictent sa vie. Ce sont des chocs externes. Un harcèlement, un deuil. C'est ça. Chaque épreuve, en fait, devient un pivot forcé. C'est une quête de sens à travers le travail, mais une quête où il n'a jamais vraiment l'air d'être au volant. Alors, commençons par le début, justement. Cette identité de rêveur. À l'école, c'est l'élève qui a des mauvaises notes. Mais pas par manque de capacité. Non, pas du tout. C'est juste que ses livres d'astronomie sont bien plus intéressants que ses devoirs de maths. Et il y a cette anecdote sur le karaté que je trouve géniale. Ah oui, elle est parfaite. Il connaissait par cœur les katas ceinture noire, mais il maîtrisait pas ceux de sa propre ceinture. Ça dit tout. Ça dit tout. Il cherche pas la validation du système, il cherche la maîtrise d'un art, d'un truc qui le passionne. Et ça va être à la fois son plus grand moteur et sa plus grande faiblesse. Et pourtant, il prouve qu'il peut jouer le jeu. La dernière année, un prof le met au défi. Il est piqué au vif. Exactement. Et il finit avec 8 de moyenne et un prix de compta. Juste parce qu'il l'a décidé. La capacité est là, c'est juste que le moteur, il démarre que pour ce qui l'enflamme. Et après l'école, justement, il choisit un métier de passion, la cuisine. Mais là, le rêve tourne au cauchemar. Ah oui. Pendant 2 ans et demi, il subit un harcèlement moral quotidien de son supérieur, un type qui lui martèle. La phrase est terrible. Tu vas rater ton CFC, donc son diplôme de fin d'apprentissage, tu vas rater ton armée et tu vas rater ton école de police. Imaginez le cocktail. D'un côté, on démolit méthodiquement sa confiance en lui, et de l'autre, le choc, le plus brutal. Le drame. 2 mois avant ses examens, son frère, qui est aussi son meilleur ami, se tue dans un accident. C'est terrible. Donc, son échec à l'examen pratique, en fait, c'est pas surprenant. C'est la conséquence presque mécanique de cette double déflagration. Le gars est vidé. Et le point de rupture est tel qu'après une autre expérience horrible de 2 semaines dans une nouvelle cuisine, il pense au suicide. C'est vraiment le fond du gouffre. Et c'est de là, de ce gouffre, que naît une réinvention que je n'avais absolument pas vu venir. Il plaque tout pour devenir animateur DJ. Un rêve qu'il partageait avec son frère. C'est ça. La rapidité de la transition, elle est folle. Une formation de 2 soirs. Le lundi, il est apprenti cuisinier au fond du trou. Le vendredi de la même semaine, il est au platine. C'est un acte de survie presque. Totalement. Ce nouveau boulot devient le lieu où il peut garder ce lien avec son frère. Et ce rituel qu'il décrit. Sortir, fumer une cigarette avant chaque soirée pour lui parler, pour lui demander de l'aide. C'est très puissant. Incroyablement. Et ça marche. Ça marche au-delà de toute espérance. Son patron envoie un collègue l'espionner à ses débuts. Et le verdict de l'espion est cash. Oui, il dit « Garde-le précieusement, il va devenir quelqu'un de très important dans le milieu. » On pourrait croire que c'est la fin heureuse de l'histoire, ce succès fulgurant né d'une tragédie. Et pourtant, le récit nous amène à aujourd'hui, et c'est beaucoup plus précaire. Oui, les montagnes russes ne s'arrêtent jamais. Aujourd'hui, le milieu du karaoké, où il excellait, c'est en déclin. Il se retrouve avec un seul contrat par semaine, obligé de prendre un job alimentaire dans un fast-food. Et voilà qu'un nouveau rêve apparaît, devenir coach sportif. Mais l'obstacle, encore une fois, il est très concret. C'est le coût de la formation. C'est l'argent. On boucle la boucle en quelque sorte. Il est de nouveau face à ce dilemme. Est-ce que j'accepte un travail stable mais sans âme, comme ce poste de chauffeur de bus qu'il a refusé, ou est-ce que je continue à me battre? Et la question qu'il se pose est terrible. Mon plus grand défaut, est-ce d'être un grand rêveur? C'est toute la tension du récit. Il est à nouveau à la croisée des chemins. C'est un parcours fait de chutes abyssales et de renaissances spectaculaires, toujours mu par cette recherche d'une activité qui a du sens. Exactement. Et le récit nous laisse là, dans cette incertitude. Et la question qui reste, ce n'est peut-être pas tant de savoir s'il va réussir ou non. C'est une question qui nous concerne tous, je crois. À quel moment est-ce que la poursuite acharnée d'un rêve, face à des obstacles qui se répètent, cesse d'être de la résilience pour devenir une forme d'acharnement contre-productif? Ou l'inverse? Ou au contraire, est-ce que cette quête incessante, avec ses échecs et ses brèves victoires, est-ce que c'est pas ça, en soi, le véritable sens de sa vie, quoi? Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un texte vraiment particulier.
un seul chapitre qui s'appelle « Le pouvoir de Rez ». Oui, et ce qui est fascinant, c'est ce mélange entre un drame très intime, très personnel, et la construction d'un monde hyper complexe. C'est exactement ça. Notre mission, si on peut dire, c'est de voir comment la crise d'un personnage, une rupture amoureuse, fait en fait écho à toute la structure de pouvoir cachée de son univers. Et ça commence très fort, directement dans le vif du sujet. Ah oui, on démarre sur une rupture. Le personnage principal, Léo, qui confronte sa copine, Sina, elle lui dit qu'elle a besoin de temps, de se reconstruire. Et lui, il implose. Complètement. Il a cette phrase terrible, il dit qu'il se sent comme un petit chien-chien. C'est violent, c'est très cru. Et on est tout de suite avec lui dans sa douleur. Et ce n'est pas juste une simple douleur, c'est quelque chose de plus profond, parce qu'il est immédiatement assailli par des visions. Les visions, oui, d'une vie antérieure. Exactement, il se voit dans la peau d'un autre, un certain Steph, qui vit quasiment la même scène de rupture avec une femme, Céline. Donc, ce n'est pas un événement isolé, c'est une sorte d'écho. Et il y a cette image qu'il utilise que je trouve super parlante. Il décrit ce Steph, donc lui-même, comme un colosse au cœur fragile. C'est ça. Et la question c'est, est-ce que c'est juste une vision, un souvenir ou autre chose? Mais lui, il ne le prend pas comme un simple souvenir. Non, pour lui c'est un avertissement, un schéma karmique presque. Il se demande si l'histoire de Steph et Céline est une prémonition de ce qui va lui arriver avec Sina. Est-ce que c'est une fatalité, en gros? Voilà. Ou est-ce que, au contraire, cette vision est la clé pour qu'il puisse briser le cycle? C'est tout le dilemme. Et pendant qu'il vit tout ça, ce chaos intérieur, il évolue dans un cadre qui est, lui, hyper structuré. Lacanique, l'Académie Angèle. Ah oui, la canique, on dirait presque un jeu vidéo, carrément. T'as des rangs, élèves, apprentis, adeptes, élites, jusqu'au rang suprême d'ange. Tu fais des missions, tu gagnes de l'expérience, de l'argent, et puis il y a ce nouveau truc, le score. Le fameux score que personne ne comprend. Sauf que ce n'est pas anodin du tout. On apprend que ce score, il a été mis en place par un des 3 clans secrets qui dirigent vraiment l'académie. Altaïr, Orion et les Poris. C'est ça. Et chaque clan est lié à un ange. Et ce monde qui semblait basé sur le mérite est en fait, c'est du népotisme pur et simple. Les préférés des anges sont leurs successeurs désignés. Mais cet ordre établi est en train de vaciller, c'est ça qui est intéressant. Il est même en train de s'effondrer. On nous dit qu'il y a eu une révolte et que 2 de ses préférés ont été tués. Le système est en crise. Et c'est là que tout se connecte, le personnel et le politique. C'est le moment où Léo apprend une information capitale sur Sina. Oui, sur son meilleur ami Sacha. Dont elle était amoureuse. Et ce Sacha, ce n'était autre que l'un de ses fameux préférés qui a été assassiné. Le protégé de l'ange Bételgeuse. Et là, tout bascule. Tout s'éclaire, oui. La douleur de Léo n'est plus une simple histoire de cœur. C'est une conséquence directe des luttes de pouvoir au sommet. Le besoin de Sina de se reconstruire, ce n'est pas à cause de Léo. C'est parce qu'elle est en deuil d'une figure politique majeure à qui elle était liée. Exactement. Sa rupture, les clans, les visions, tout est connecté. Et sa première mission, qui devait être une simple escorte, devient un acte politique presque. Oui, chargé d'une tension incroyable. Il n'est plus juste un type qu'a le cœur brisé. Il est une pièce sur un échiquier bien plus grand que lui. D'ailleurs, la fin du chapitre est assez dure. Il a une dernière confrontation avec Sina, et c'est lui qui rompt cette fois. Oui, il prend une décision radicale. Convaincu qu'il va répéter le schéma de Steph, il décide de se fermer à l'amour, pour ne plus jamais souffrir. Il part en mission, le cœur en miettes, mais avec une sorte de froide résolution. Et ça nous laisse sur une question, je trouve, assez vertigineuse, en pensant comprendre le schéma pour y échapper. Est-ce que Léo se libère vraiment? Ou est-ce qu'il s'enferme lui-même dedans? C'est ça. Est-ce que ce n'est pas une prophétie autoréalisatrice? En voulant à tout prix éviter le destin de Steffi, n'est-il pas justement en train de s'assurer qu'il va se produire à l'identique? Bienvenue dans ce nouveau Deep Dive. Aujourd'hui, on s'attaque à un seul document, un extrait d'un récit de fantasy-action, le pouvoir de Rez. Et la mission, c'est de décortiquer une seule mission d'escorte pour voir ce qu'elle révèle sur cet univers. On a une équipe de l'Académie Angèle qui protège un client, un certain Louis, avec sa diligence. Oui, et ce qui est frappant d'entrée, c'est cette image. L'équipe débarque en voiture volante, donc de la haute technologie. C'est ça. Mais c'est pour protéger une simple diligence en bois tirée par des chevaux. Le contraste est assez saisissant. Oui, on a l'impression d'un monde à 2 vitesses.
des poches de futurisme qui flottent au-dessus d'un monde presque resté au 19e siècle. Ça doit créer des tensions incroyables. Et on plonge direct dans l'action avec une première menace, les drivers. C'est Léo, l'élève du groupe qui s'en occupe. Et sa professeure, Léa, qui le chronomètre. 60 secondes, pas une de plus. Il gagne, mais il se fait réprimander juste après. Elle lui dit un truc comme « Depuis quand tu te limites au minimum ?» La victoire, en fait, ça ne suffit pas. Non, elle exige la perfection. Et elle justifie ça de manière très directe. Elle lui dit qu'elle est sûre qu'il va devenir une vraie machine à tuer. C'est d'une dureté. Est-ce que cette méthode, justement, elle risque pas de le déshumaniser un peu? C'est tout le pari de l'académie, je pense. Dans un monde qui a l'air aussi brutal, ils n'ont peut-être pas le luxe de former des érudits. Ils forment des survivants. Des armes efficaces. Exactement. La formation, elle n'est pas théorique, c'est du réel, où chaque erreur peut être la dernière. Et ça ne s'arrête jamais. Juste après, en pleine forêt, on a une scène qui paraît presque banale, mais qui est cruciale pour comprendre la magie de cet univers. Léa lui apprend à créer une simple boule de feu pour s'éclairer. Ce qui est fascinant, c'est l'analogie qu'elle utilise. Elle compare la capacité énergétique du corps à la capacité pulmonaire d'un marathonien. Ah oui, c'est une super image. C'est-à-dire que utiliser son pouvoir, même pour une petite flamme, c'est comme respirer. Plus on le fait, plus on renforce ce muscle énergétique et plus on peut stocker d'énergie. Chaque seconde compte. La tension remonte très vite quand ils doivent traverser une zone infestée de spectres. Le texte est clair, ils sont insensibles aux attaques physiques. C'est là qu'on voit la compétence de Léa. Elle impose une immobilité totale, un silence absolu pour passer inaperçue. Son sang-froid les sauve. Tout à fait. Mais ça révèle surtout la grande faille du groupe, le client, Louis. On apprend qu'il savait. Il connaissait le danger, mais il a insisté pour prendre ce raccourci. C'est de l'imprudence pure, ou alors du désespoir. S'il est prêt à prendre un tel risque, c'est peut-être qu'il est sous une pression énorme. C'est possible. Mais dans cet environnement, son désespoir à lui peut coûter la vie à tout le monde. La menace, c'est pas que le monstre en fait. C'est aussi l'humain qui est à côté de soi. Et cette menace humaine, on la retrouve à la fin, mais en plein chaos. Embuscade de loup-garou, pleine lune, et là le cauchemar pour Léo. Son katana se brise net. Au premier impact. Et c'est là qu'on voit leur synergie. Sans leur combattant principal, les autres doivent compenser. Immédiatement. Julien avec sa hache et son pouvoir du vent. Il éjecte un loup-garou comme une balle de baseball, et Rachel, avec son pouvoir psychique, en fait léviter un autre pour l'exposer, avant d'en déchirer un deuxième par la pensée. Et Léa qui contrôle tout le terrain avec ses murs de feu. C'est une chorégraphie mortelle, parfaitement huilée. On se dit qu'ils vont s'en sortir. Jusqu'à l'intervention du héros improbable, Louis, le client. Ah là là. C'est le moment le plus incroyable. Au milieu de ce déchaînement de pouvoir, le plus dangereux, c'est le type normal, avec une poutre. Il veut bien faire, il essaye d'imiter Julien et il assomme Léo, son propre garde du corps. Voilà, la confirmation que la plus grande menace, c'est pas toujours celle qui a les plus grandes griffes. En résumé, une seule mission nous donne toutes les règles du jeu, un entraînement impitoyable, une magie qui est comme un muscle, et des menaces qui demandent autant la force que la discrétion. Et au cœur de tout ça, la dynamique de groupe. Ils ne peuvent survivre qu'en combinant leurs pouvoirs. Mais le facteur humain, ce client à la fois paumé et incompétent, reste l'élément qui peut tout faire basculer. On termine avec une pensée pour la suite. Le texte mentionne très brièvement les 3 anges de l'académie et une faction rivale, Bécrus. Si une simple mission d'escorte est à ce point périlleuse, on peut se demander quelle est la véritable ampleur du conflit dans ce monde. Et quel rôle ces grandes puissances y jouent-elles vraiment ?